Dans ce podcast, on va parler avec Jérémy de perdre de l'argent et potentiellement ne jamais le récupérer. On va voir ensemble le mindset qu'il faut avoir pour être un investisseur dans son business et oser tenir le cap. Et on va vous partager un peu le mindset, les choses qu'on se dit pour tenir et pour être un bon investisseur et non pas un loser. Salut Jérémy, comment tu vas? Bah écoute, ça va, 21e épisode. Après 2 épisodes solo chaotiques, on reprend les épisodes tous les deux. Et j'aime bien parce qu'on va parler de dépenser en ads. C'est toi qui nous a amené ce sujet aujourd'hui, donc je pense que ça va être cool. Alors, disclaimer pour ceux qui nous écoutent, je suis malade comme un chien. Donc si je renifle, si je tousse, vous allez devoir vous habituer. Dans la mesure du possible, je vais essayer de couper le micro. C'est un podcast, ça doit pas être très agréable si je vous renifle dans les oreilles. Mais si ça arrive, sorry, not sorry. Merci pour la précision, Jérémy, c'est top. J'ai voulu introduire ce sujet parce que il y a un élément, il y a un élément qui est important pour moi, c'est le mindset, quand tout va mal et c'est quelque chose que je vois chez les entrepreneurs et que je sais conseiller sur ce sujet, mais quand tu le vis émotionnellement toi-même, c'est jamais la même chose. C'est-à-dire que c'est toujours plus dur de le vivre que de donner des conseils à des personnes et même quand tu sais que ça va se passer, ça reste émotionnellement difficile et je sais que dans la croissance, on est passé par des phases où, on continue à dépenser, les ventes, ne viennent pas forcément et aujourd'hui, moi, je suis exactement dans cette phase où j'avais l'habitude d'avoir 1 à 2 ventes par jour qui tombaient. Je dépense 100 € par jour et là, ça fait 4 jours que j'ai pas de vente, donc je dépense toujours 100 € par jour et là, je vois mon mindset baisser, mon énergie baisser et genre, je suis totalement en panique. Je sais quoi faire mentalement, mais je suis totalement en panique, émotionnellement, je suis down et tout, genre, je suis ronchon et je voulais parler de ça parce que je pense que c'est un sujet qui intéresse beaucoup de gens, des gens qui vont investir en ads et qui vont traverser ces cycles émotionnels et voir un peu comment on les traverse, voir un peu aussi, si c'est normal, quoi faire, les stratégies qu'on adopte et cetera dans ces moments-là. Je pense qu'il y a un premier truc à regarder. Moi, un truc qui m'aide drastiquement là-dessus, hein. C'est comment est-ce que tu payes tes ads. Est-ce que tu laisses Meta te débiter dès que tu as ton plafond de débit? Et donc, tu reçois 6 emails par jour disant Meta a prélevé 32 euros, Meta a prélevé 82 euros, Meta a prélevé 97 euros, Meta a prélevé 322 euros. Et là, concrètement, tu envoies des signaux de panique à ton organisme. Ou est-ce que tu as plugué une American Express ou bien la ligne de crédit Meta? Et donc, en fait, Meta ne te parle pas et juste le premier du mois d'après, ils te disent vous avez 30 jours pour nous régler la facture. Et en fait, OK. dans la première situation, tu vois quotidiennement l'argent qui sort. Et donc, s'il rentre pas, tu stresses. Tu vois, imaginons que je dépense 100 euros par jour. Mmh. Tous les jours, je reçois une notif moins 100 euros. Si j'ai pas gagné 100 euros ce jour-là, j'ai l'impression de m'appauvrir. Maintenant, imagine que je dépense toujours 100 euros par jour, donc 3000 euros par mois. Je reçois pas de notif. Le 28 du mois, je fais 5000 euros de vente. Le 29, Meta me dit vous nous devez 3000. Cool, j'ai gagné 2000 balles. Et en fait, moi vraiment, c'est un truc, quand j'ai changé ça, ça m'a tout changé, tu vois. Je me rappelle, il y a des périodes où, en plus de ça, une fois, il y a Meta qui a bugué complètement, je sais pas ce qu'ils ont foutu. On dépensait à l'époque, je crois, 15 ou 20 000, et à un moment, par des erreurs de calcul, un mois, je crois que c'était un mois d'août, donc un mois dégueu, il me débite 42 000 balles en 143 factures. OK. C'est de l'argent que je leur devais, hein, c'est pas le sujet, hein. Mais il l'avait mal réparti. Oh, mon niveau d'insécurité intérieure, il a explosé. Je croyais que c'était la fin du monde, que j'allais mourir. OK, Là, intéressant. on a branché Amex, ligne de crédit, etc. Bon, la première fois que tu le branches, la ligne de crédit Meta, par exemple, tu viens de créer un décalage de 2 mois pour payer tes ads. C'est-à-dire que, imaginons, tu branches la ligne de crédit le 1er janvier, tu vas dépenser du 1 au 30, 31. Le 1er février, Meta va t'envoyer un mail avec la facture, et tu as 30 jours pour la régler. Tu viens de créer 60 jours de battement. Donc ça veut dire que tu peux dépenser pendant 60 jours et aller chercher le pognon tranquille, quoi. Alors attention, faut pas faut pas avoir un excès de confiance en se disant c'est bon, je suis large donc je peux spend et en fait derrière tu te fais prendre à la gorge, hein. Faut pas faire Ouais. n'importe quoi avec l'argent. Faut rester raisonnable, tu vois, par rapport à ce que tu es capable d'aller chercher, combien tu peux te permettre de perdre, etc.
Mais d'un coup, tu viens de créer une temporalité qui fait que même si tu as un time tout seul un peu lent, si tes ventes elles sont pas hyper régulières, etc., t'es pas stressé en fait. Et Hmm. c'est tout ça, c'est vraiment, on veut absolument l'attribuer au mindset, tu sais. Alors qu'en fait, c'est du pilotage de trésorerie pour moi. On s'en fout combien je dépense par rapport à ce que je gagne, machin truc. C'est en fait, quand est-ce que je paye. C'est pour ça que les grosses boîtes, elles cherchent toujours à payer leurs prestats à 60 jours, 90 Ouais. jours, 120 jours, ce qui est dégueulasse pour le prestat, hein. Mais pour elles, c'est pratique, en fait, ça fait de la gestion de flux de trésorerie. On connaît, toi et moi, des gens, alors même qu'ils faisaient des millions par an, ils considéraient que ce qu'il y avait sur le compte, c'est juste ce qui était rentré ce mois-ci. Et donc, en fait, ils avaient 6 millions sur un compte, mais s'ils avaient 1000 euros sur le compte courant et qu'il y avait une facture de 1500 qui rentrait, ils ne la payaient pas tant qu'ils n'avaient pas rentré les 500 euros de plus. Hmm. On peut ensuite débattre sur ce que c'est correct ou pas correct vis-à-vis des gens qu'on a en face de nous. Mais c'est de la gestion de trésorerie. Et en fait, il faut choisir une gestion de trésorerie adaptée à ton mindset, je pense. Moi, c'est ma croyance en tout cas, hein. T'as un livre qui est très bien, je crois que c'est Mike Michalowicz, Profit First, Ouais. qui explique qu'avec les 5% restants de ton tube de dentifrice, tu te brosses les dents pendant 3 mois, alors que le reste, tu l'as fumé en 2 semaines. C'est pareil avec l'argent. Et c'est pareil avec l'argent de tes ads. C'est comment tu pilotes. Mais tu as dit plusieurs choses, tu vois. Tu as parlé de. Donc, c'est sûr qu'il y a la notion de pilotage. Et je pense que la stratégie de l'Amex, bah, ça change. C'est sûr que ça change tout. Euh, Ça change tout à ton ressenti. Mais je pense que c'est aussi par phase, tu vois. C'est-à-dire que je pense qu'à un moment, tu es aussi à l'aise à dépenser, à avoir même moins 30 000, moins 50 000 euros au bout de 2 mois, tu vois. Parce que dans tous les cas, ça décale le problème, même si je suis allé chercher de l'argent. Genre, je pense que ça me ferait toujours bizarre de voir moins 30 000 euros, même dans 2 mois, tu vois. Je pense que et ça, c'est peut-être. Le pire, c'est pas Meta Ads, c'est les régules d'impôt sur les sociétés. Toi, t'es à Dubaï, t'auras pas ça, mais J'ai pas ça. nous, on paye tous les 2-3 mois des acomptes d'IS. Et ensuite, là, en mai, dans 10 jours, au moment où on enregistre, on va voir la régularisation. Là, je crois que je Ça, leur dois 50 ou 60 000 balles qui vont me prélever. Quand ils le décident, au moment où ils le décident, sans que j'ai quoi que ce soit à dire là-dessus. et là, du coup, c'est purement de la gestion émotionnelle, non? Non, ça fait juste chier. Il y a Ça fait rien à gérer, ça fait juste chier. En fait, ça te met pas down, genre 2, 3 jours? Non, ça me Tu casse. vis pas J'ai ça? envie de, non, j'ai envie de débuter, je suis énervé, mais non, ça me met pas down. OK. Mais je pense qu'il y En a un fait, truc, tu la vois? question, c'est toujours est-ce que t'es profitable ou pas, en fait. Tant que t'es profitable. Ouais. Je C'est pour ça que je voulais discuter de ça avec toi, tu vois? C'est qu'il y a une différence entre ce que je vois et ce que tu dis et ce que moi je peux vivre ou ce que peuvent vivre d'autres personnes avec qui je travaille. Où, on est beaucoup plus émotionnel, à l'idée de perdre de l'argent, même à court ou long terme, tu vois? Même si on sait qu'on en a plus après, mais on est beaucoup plus émotionnel sur des choses qu'on contrôle pas, tu vois? Et j'ai l'impression que toi tu l'es pas. C'est pour ça, j'aimerais bien qu'on ouais, je vais te poser des questions Euh, sur Vas-y, ton vas-y, mindset. hein, mais, Vraiment, c'est un mais mindset, tu vois? je pense qu'en fait, on contrôle ces choses-là. Pas comment on se sent, hein, mais les faits, les datas. Avec KP, on fait de la pub depuis 4-5 ans. Je sais qu'en moyenne, tant de leads rapportent tant d'argent. Je sais que j'ai une LTV par email qui est, je crois, de l'ordre de entre 70 et 90 euros selon les périodes. Donc je sais si je touche mon lead à moins de 20 euros, je vais être rentable. Je vais peut-être pas l'être à 30 jours comme j'aimerais bien, tu vois. Mais je sais que sur 365, je le suis très largement. Donc derrière, c'est juste de la gestion de flux de trésorerie, tu vois. Et si je suis pas stressé, c'est parce que le passé m'a prouvé que en moyenne par email, je récupérais 80 euros. OK. Et donc Mais oui, je peux ne pas les récupérer tout de suite, mais c'est pas grave, je vais les récupérer de toute façon en fait. si tu te mets maintenant dans la peau donc tu gardes tes compétences, tu gardes absolument tout, sauf que tu relances un business de zéro avec 0. Enfin voilà, tu pas d'argent, enfin tu vas dépenser ton propre argent au début et tu es dans la peau d'un client, argent, tu as fait des ventes organiques, tu veux te lancer dans les ads. Je peux te dire ce que j'ai fait au début, hein. Ouais. 2021, quand j'ai relancé la boîte de zéro, j'ai pris 3 clients one-one à des tarifs extrêmement préférentiels pour eux, pour avoir très 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 vite 30-40 000 balles sur le compte, que j'ai utilisé pour spend en ads, spend en organique et recruter les premières personnes, à perte. Et j'ai compensé avec moi. OK, donc dans ce moment-là, c'est là où ça je pense que c'est intéressant, c'est dans ce moment-là, tu étais à perte, tu savais pas que tu allais récupérer l'argent. Non mais Fabien, j'essaye.
Sinon, ça peut jamais marcher. Ouais. Et il se passe quoi dans ta tête? Genre, tu dis juste, j'essaye. Je me dis, c'est ça le chemin. De toute façon, c'est ça le bon chemin. Peut-être que j'y arriverai pas, hein. Mais de toute façon, c'est ça le bon chemin. Donc, si c'est là que je veux aller, je suis obligé d'emprunter ce chemin. Peut-être je vais me planter. Mais c'est ce chemin-là qu'il faut emprunter. De toute façon, il n'y a pas de discussion, tu vois, là-dessus. Donc, Comment tu avais cette certitude du chemin? parce que j'avais accompagné assez de business et que j'en avais observé assez et que j'avais assez bossé le sujet depuis longtemps, tu vois. Je savais que là où je voulais aller, c'était ça le chemin. Il y en avait qu'un. Donc en fait, si tu veux, c'est une analogie que j'aime bien prendre, c'est comme si tu veux aller en haut d'une montagne, tu vois. Bon, il y a 3 flancs de la montagne qui sont impraticables. Point, il n'y a pas de débat, tu vois. Je suis pas Kylian Jornet ni un alpiniste de haut niveau, donc en fait, il y a un chemin. Peut-être que j'arrive pas à le monter ce chemin, hein, c'est tout à fait possible, hein. Mais il y en a qu'un. Bon, bah, je vais essayer de monter ce chemin, puis si j'y arrive pas, j'y arrive pas, quoi. Mais de toute Ok. façon, c'est par là, quoi. Ok. Donc, ce qui est intéressant dans ce que tu dis, c'est que, par exemple, moi, vu que je suis marketeur, je connais, enfin, pour moi, il y a plusieurs chemins, tu vois. Et donc, en fait, il y a un chemin où c'est dur, et je me dis, oh non, c'est pas le bon, ça doit pas être dur. Donc, je relance un autre chemin. Et je me dis, ah non, c'est dur. Et en fait, ça, c'est le truc que, c'est le pattern, tu vois, que j'ai remarqué chez moi, et qui est aussi chez d'autres personnes, en mode, oh, ça devrait pas être dur. On change de chemin, on change de stratégie. À chaque fois, tu repars de zéro, tu vois. Dur par rapport à quoi? Les business traditionnels en dehors des nôtres, les banques considèrent que si tu es profitable à partir de la 3e année, c'est que tu es fort. Dur par Ouais. rapport à quoi? Ouais, non, mais dur par Moi, rapport à, c'est clair, quand j'ai par rapport lancé à la tes boîte de attentes. zéro et que j'ai montré les chiffres à mon banquier la première année, il m'a demandé si je vendais du shit. Ils comprennent pas comment, pourquoi. Non, mais attendez, vous dire que là, vous avez gagné tout ça d'argent et vous aviez zéro investissement de départ. Je fais, oui, mais vous faisiez ça depuis longtemps, on vous a aidé, ils comprennent pas. Ouais, non, mais je me souviens quand j'ai aidé mon premier partenaire, il lance sa boîte. Au bout de 2 mois, il fait 20 000 euros par mois. Et ensuite, je commence à bosser avec lui. Et en 3 mois, on passe de 20 000 à 60, 70 000 par mois. Et là, je me souviens, il a rendez-vous avec les comptables. Les comptables, ils sont là en mode non, mais c'est pas possible, vous avez fait un truc. Vraiment, ils comprennent Moi, pas, je me tu vois. Ils rappelle, prennent le c'était l'année 2, je crois, de KP. On fait 750 000 de CA, soit 750 800, un truc comme ça. On avait beaucoup réinvesti. On fait de l'ordre de 10-15% des bidas. Moi, je suis hyper pas content. Ça me fait chier. Je trouve qu'on a chié dans l'école. Vraiment, je trouve que c'est nul, tu vois. Et donc, je vais au rendez-vous du bilan comptable et je leur dis l'année prochaine, on va faire x2 et on va essayer de minimum x2 la profitabilité également parce que là, c'est pas bon, tu vois. Alors déjà, elle me dit non, mais attends, pas bon, tu te rends pas compte, c'est la crise, tous nos clients, ils sont sous l'eau, ils coulent, machin, truc. Et puis si vous faites x2, moi je sais pas quoi faire, vous allez devoir payer beaucoup d'impôts, hein. Oui, et effectivement, on a fait x2 chaque année. Ce qui est important aussi qu'on te dise là, hein, c'est que faut bien différencier, quand on parle de finance, il faut bien différencier les business d'infoproduits et les business de coaching et d'accompagnement. Les business d'infoproduits qui scale, ils ont plein de problèmes, hein, c'est pas le sujet, comme tous les business d'ailleurs. Mais un business d'infoproduit qui arrive à scaler et qui est dans un pays avec peu d'imposition va faire 30 à 50% de marge. Minimum. Si t'es pas à 30-40, c'est que t'es nul. Un business d'accompagnement, en France comme le nôtre, en général, on est autour de 20% d'EBITDA. Donc de marge avant impôt. C'est très important parce que tu sais, actuellement, on parle énormément de chiffre d'affaires, de combien on gagne, machin, truc, etc. Tu vois, et je veux pas que les gens se méprennent là-dessus. Je parle de chiffre d'affaires de l'entreprise. Ça mesure la croissance, ça mesure ma place sur le marché, ça mesure mes réinvestissements potentiels. Ça ne dit rien de ce que je me mets dans la poche. Et probablement que si j'avais un info business qui faisait 200 k par an, je me mettrais plus dans la poche. C'est important Ouais, aussi en termes de mindset, hein. Moi, j'ai choisi une stratégie de croissance et de réinvestissement. Pas parce que je valorise ma boîte, mais parce que je valorise les effectifs, les process, ma place sur le marché, mon audience, etc., que je considère comme mes assurances pour le futur et un moyen de construire la vision que je veux construire. mm, Donc je fais ce que tout le monde dit de ne surtout pas faire. Je prends un business à cash flow personnel brandé et je réinvestis dedans. ouais. Mais c'est exactement. Bah, justement, il y avait Ludo là qui était à Dubaï. Il est passé à la maison.
Et c'est exactement la discussion qu'on a eue ensemble. Je lui dis, en fait, si toi, tu vises juste le cash, si tu veux de l'argent, tu n'as pas besoin de faire 3 millions. Tu n'as pas besoin de faire 5 millions. Genre, reste à 80 000 par mois, optimise pour le profit et kiffe ta life. Et tu feras plus de cash que si tu réinvestis tout pour aller beaucoup plus haut et tout, puisque c'est pas le même chemin, c'est pas la même vision, tu construis pas la même boîte et tout. T'as une vallée de la mort galère entre 30-40 et 100K par mois. Et ensuite, c'est recoule jusqu'à 200-250 par mois. Après, c'est la merde. En fait, il faut choisir. En fait, il y a des paliers. Dans nos types de business, il y a des paliers de profitabilité et il y a des paliers galères. Et tu ne te fous dans la gueule les paliers galères que parce que t'es là pour construire quelque chose de spécial. Si tu veux juste du cash, et c'est tout à fait honorable, il n'y a aucun problème avec ça. Hein. Dans ce cas-là, reste dans les paliers à cash flow, quoi. T'infliges pas le reste, ça n'a aucun sens. Ouais. Mais tu vois, typiquement, pour revenir sur le sujet de l'investissement et revenir juste sur le sujet de l'ad quelques minutes, j'avais cette discussion avec Ludo et tu vois, il est bloqué à un certain palier de spend et quand ça va pas, genre il cut carrément, genre il arrête les ads, tu vois, quand il y a quelque chose qui va pas. Ouais, Alors que ça, toi, tu l'as jamais fait. Non, j'ai jamais Et je pense que c'est aussi ça qui fait que on arrive à scale. Mais ça, c'est ultra contre-intuitif, tu vois. Parce que je me souviens même si tu avais la de. stratégie d'Amex, je suis pas sûr que. Ouais, mais je me souviens de. Je crois que c'est 2020 ou 2021. J'ai lu un truc de Scott Holford qui m'a beaucoup inspiré sur. Surtout, je n'applique aucune de ses stratégies parce que je les aime pas du tout. Mais sur comment il voit le monde et comment il réfléchit. Tu vois. Il m'a beaucoup inspiré sur sa relation à l'argent, sa relation au mindset, ces choses-là. Tu vois. Et en gros, il disait vos pubs, votre organique, etc., c'est de l'investissement sur votre marque personnelle. C'est pas grave si ça paye pas dans un mois, ça payera. Il disait vous devriez toujours dépenser 10 à 20% de votre CA en acquisition payante et organique. Toujours, quoi qu'il arrive. Donc en fait, moi je cutais tout ce qui était cutable, mais j'ai jamais cuté l'acquisition. Parce que j'avais confiance dans ma capacité à la rentabiliser, même si c'était pas dans la timeline que j'aurais souhaité. Et que de l'exposition, c'est toujours bon en fait. Mais tu fais ça même plus, même ailleurs en fait, parce que j'ai l'impression que même au niveau des teams et tout, quand il y a une fluctuation, tu vas pas juste virer quelqu'un, tu vois. S'il y a une fluctuation. Non, quand c'est la merde, je cut la R&D. Je cut toute la R&D. Et je reviens aux fondamentaux. Et s'il faut prendre une perte, il faut prendre une perte. Ça fait chier, hein, mais on est censé, si on a un bon pilotage de trésorerie en tant qu'entreprise, on est censé pouvoir absorber une perte. C'est toujours quelle est la vision? Ouais, ça part. Est-ce que c'est ok de paumer de l'argent pendant 3 mois? Non. Est-ce que c'est ok de perdre de l'argent pendant 3 mois sur 10 ans? Oui. Où est la limite? Et où est-ce que tu tires la sonnette d'alarme, tu vois? Donc en fait, tu as quand même, avant de partir à la guerre, en établissant ta stratégie, tu as quand même tes garde-fous de ok, genre je descendrai pas en dessous de ça, sinon il y a X, Y, Z d'actions qui vont se déclencher en fait. Ouais, puis demain, au pire du pire, je cut 100% de l'équipe, je cut 100% de l'acquisition. Je délivre mon produit moi-même pendant 6 mois, jusqu'à arriver au bout de tous mes contrats en cours. Ce sera 6 mois atroces, où je vais bosser comme une chèvre. Et je vais faire plus que ça de ma vie. Et je reviens à zéro, quoi. Et je recommence, s'il faut. Au pire du pire, tu vois. Oui. En vrai, le pire du pire, c'est pas si horrible, hein, parce que si tu cuts tout, t'as plus d'acquisition, t'as plus de closing et t'as juste de la livraison, donc t'as 1 heure par jour en fait. Où tu bosses 1 heure, ouais, Avec le peut-être nombre de plus. clients qu'on a, plus que ça, mais oui, Ouais. oui. J'ai juste 6 mois à en chier. Ouais, 6 mois à en chier sur un pôle en particulier. Après, ça. Attention, il y a ce que je dis là, c'est. Moi, les ads me stressent pas. Maintenant, on a 30 personnes, on livre actuellement 200-250 clients sur les différents programmes. Quand c'est la merde, je dors pas. Parce que je dois prendre des actions et des décisions très rapides qui déterminent si ça va nous envoyer dans le mur ou pas. Et ça peut nous envoyer dans le mur excessivement vite, à notre taille. Tu vois?
avec ce qu'on spend en fixe plus en variable, prenons un scénario catastrophe, on peut tomber en dépôt de bilan en 4 à 6 mois, tu vois. Ça paraît énorme, mais ça va très vite, hein. Donc de toute façon, c'est pas parce que je décide de pas cutter certaines dépenses que je suis pas stressé. Et les gens qui vous disent à nos tailles de boîte qu'ils dorment comme des bébés, soit ils sont dans des pays où il y a 0% d'impôt, donc forcément ils dorment mieux, hein, soit ils mentent. Tous les entrepreneurs que je connais qui sont en France, ils dorment pas comme des bébés, hein. Encore une fois, si tu optimises pour le bonheur, tu fais un lifestyle business à 30-40K par mois, tu prends ton full profit et tu te fais plus chier. Si tu vas au niveau d'au-dessus, tu optimises pour l'impact, le sens et l'accomplissement, c'est dur. Et il y a des jours où ce sera facile aussi, il y a des jours où ce sera trop cool, et il y a des jours où c'est merveilleux, et la récompense elle est fois 1000, etc. C'est pas la question, tu vois. Mais la gestion nerveuse quotidienne est dure. Ouais. Et est-ce que t'aimes ça ou pas? Moi je cours aussi de la course de fond. C'est dur, hein. Ça fait mal, hein. Je vais à la salle, je soulève des trucs lourds. C'est dur, ça fait mal, mais j'aime bien. J'aime bien le sentiment d'accomplissement, de réussir quelque chose. Donc j'optimise pour ça. Ouais, mais c'est drôle parce que tu vois, en étant à Dubaï, je discutais avec Megan et je lui disais, tu vois, Dubaï, c'est 3-4 mois par an et ça nourrit la partie de moi accomplissement warrior. Parce qu'en gros, je fais que bosser toute la journée. Pendant 4 mois, je suis enfermé. Au final, je suis à Dubaï, mais bon, je vois très peu de gens. J'ai une belle vue et je reste enfermé chez moi, genre 7 sur 7, derrière l'ordi, tu vois. Le soir, je me regarde dans la glace, j'ai les yeux rouges, tu sais. Genre, on dirait que j'ai fumé des joints, tu vois, alors que je fume pas. Et en fait, est-ce que je suis heureux pendant cette période-là? Non. Genre, je me sens pas heureux, tu vois. Genre, je me sens pas joyeux. Juste, je suis une machine. Et les 7-8 autres mois, j'ai un style de vie plus équilibré. Je voyage, je suis nourri autrement. Et puis, j'ai aussi les payoffs de tout ce que j'ai mis en place pendant 4 mois. Et est-ce que je suis heureux? Oui, parce que j'optimise pour le bonheur, pour la joie et pour l'excitation, tu vois. Et du coup, j'ai ces deux parties de moi. Et ouais, je pense que la question de pourquoi tu optimises, si tu n'es pas clair sur pourquoi tu optimises ce que tu fais et pourquoi tu fais ce que tu fais au moment où tu le fais, en fait, juste, tu peux passer à côté de ton vrai objectif initial, tu vois. On a déjà eu cette discussion plein de fois dans plein d'épisodes, hein. C'est pourquoi est-ce que tu optimises? C'est hyper Mm. important, tu vois. Parce que toute question qu'on pose à nos clients, ou qu'on se pose entre nous quand on discute entre copains, tu vois, devrait commencer par ça. T'es en train de me demander mon avis sur quelque chose, pose-moi d'abord le contexte. Pourquoi est-ce que toi t'es en train d'optimiser? Optimiser pour la croissance, optimiser pour le profit, optimiser pour le bonheur, optimiser pour l'impact, Qu'est-ce que tu es en train d'optimiser? On peut pas tout optimiser en même temps. Donc toi, tu optimises. Je pense que j'ai la réponse, mais je suis curieux de savoir pourquoi tu optimises là, dans cette période de vie. La croissance, la progression et l'accomplissement. Et je crois pas que ce soit la période la plus heureuse de ma vie. Ouais, Mais elle me nourrit autrement, tu vois, ouais, et c'est ça. elle me nourrit beaucoup, hein, et c'est parce que je peux à tout moment décider de pas le faire. Tu vois, je suis pas prisonnier, hein, je choisis Ouais. ça tous les jours. J'ai eu des périodes plus légères dans ma vie. J'ai beaucoup de responsabilités en ce moment. Ouais. Tout à fait c'est pas tout à fait de la légèreté, quoi. Bah, c'est ce que je me dis, tu vois, le soir, moi je me posais la question, est-ce que j'ai été heureux? Non. Mais par contre, est-ce que je me sens satisfait de ce que j'ai accompli? Je me pose Oui. pas la question. Ok, moi je me la pose de temps en temps, tu vois. Genre quand je suis là et tout, genre je me dis, ok, bon, j'ai accompli plein de trucs. Quelle vie! Et après, je me dis, bon, ok, là en ce moment, j'ai pas spécialement été heureux, mais putain, je me sens satisfait. Et pour moi, tu vois, les moments en fait où je voyage et tout, je me sens hyper heureux, mais je me sens insatisfait et ça me fait chier aussi. Donc en fait, genre, j'ai soit l'un, soit l'autre. Et je trouve que c'est dur d'avoir les deux en même temps, à la fois le bonheur et l'accomplissement, parce que ça demande pas les mêmes choses, tu vois. Mon Moi, expérience les perso. moments où je vais me sentir le plus heureux, le plus gagné, c'est en gros du lundi au vendredi, tu me laisses dans ma routine, elle est millimétrée. Tu me changes rien, tu me changes pas une virgule de ma routine. Quand tout se passe comme prévu, j'ai tellement de satisfaction personnelle.
Et ensuite, le week-end, tu pars en famille, entre copains quelque part, tu ouvres pas le téléphone, tu fais le con, tu bois un coup, tu rigoles, tu oublies tout. Et le lundi, tu retournes au charbon, tu vois. Et alors là, je te l'ai fait version semaine week-end, mais en vrai, ça c'est jamais comme ça que ça se passe, tu vois. Mais moi c'est plus vraiment la routine. Et de temps en temps, tu vois, tu pètes ton câble, tu sors complètement de ta routine, tu fais un peu ton n'importe quoi, et hop, tu y retournes. Ok, ouais, ok. Moi, j'ai des cycles plus courts, justement. Moi, c'est à la journée, en fait. Si je veux Hmm. à la fois avoir l'accomplissement et le bonheur, j'ai besoin d'avoir un cadre de le matin. Genre, j'ai 4 heures où je suis seul, personne ne me parle. J'accomplis comme une bête. Et après, j'ai l'après-midi où je vais surfer, je suis avec des potes et tout. Et là, j'ai les deux, en fait. Mais par contre, le Hmm. problème, c'est que les environnements où je suis avec des potes, où je vais surfer et tout, bah, c'est les environnements où aussi j'ai pas le cadre de travail généralement, parce que la com elle marche pas, je suis dans des hôtels, machin, et donc j'ai pas les deux. Mais ouais, c'est cycle plus court. Ouais, moi, je suis un peu toc-toc. Moi, c'est un running gag dans ma famille, ma bande de potes, hein. Demain, moi, tu m'amènes au Brésil, dans un hôtel au bord de la mer, etc. Je vais être dans la chambre avec les rideaux fermés la journée. Ouais, non, mais en Genre, fait, je vois, trop de soleil, il fait trop chaud, laissez-moi travailler, quoi. je vois. Il y a un jour, mon père, il vient chez moi. J'habitais à Toulon dans le sud. Il vient pour me rendre visite et tout, et je l'héberge. Et, et après, je crois qu'un week-end, il reste tout seul. Donc, il reste tout seul, moi, je vais ailleurs, et il reste dans mon appart. Et après, je rentre le dimanche, et je lui dis, t'as fait quoi de ta journée? Enfin, t'as fait quoi du week-end? T'as visité? Je t'avais dit, il y avait ça, qui est trop bien et tout. En plus, t'as eu un super beau week-end, il faisait enfin, un grand soleil, c'était magnifique, une belle journée, quoi. Enfin, 2 belles journées. Et il me dit, je suis resté, je savais même pas qu'il a fait beau, parce que je suis resté les volets fermés, les volets fermés, il a fait ses trucs. Genre, les volets fermés, ses trucs dans le lit. Et putain, je me suis dit, non, mais on vit pas dans le même monde, c'est drôle, tu vois. Genre, Ouais, moi, je suis pareil. c'est son kiff. Des fois, je pars de chez moi, je vais aller m'enfermer dans un hôtel ou une loc pendant 3 à 5 jours. Je vais pas sortir à part pour faire du sport ou me nourrir pendant 3 à 5 jours. Je vais aller à la fenêtre prendre le soleil 5 minutes, ensuite je rentre. Ouais. Et en fait, c'est laissez-moi tranquille, je veux du calme. Je veux pas En aller vrai, dehors, il y a plein d'humains, il y a du vent. Non, m'intéresse pas. je comprends, ouais. Bah, en fait, c'est un peu ce que je vis à Dubaï, tu vois. C'est un peu ce que je vis là. Mais enfin, ça, en fait, sur des périodes ultra longues, je trouve que c'est pas nourrissant, tu vois. Sur des périodes courtes, c'est trop bien. Mais sur des Non, moi, périodes je longues, vais avoir des discussions avec des gens, c'est ça qui va me nourrir, tu vois. Moi, ouais. quand j'étais jeune, tu m'amenais à la plage sans me prévenir, ou tu m'amenais sur un terrain de foot, ou je faisais la gueule. J'ai pas envie de ça. Ça ne m'intéresse pas. J'aime pas la chaleur. J'aime pas quand il n'y a pas d'ombre. J'aime pas pouvoir faire ce que je veux. En fait, je suis excessivement monomaniaque. Et tout ce qui n'est pas dans mon centre d'intérêt, c'est pas que ça m'intéresse pas et me déplaît légèrement. Ça me fait péter un câble. Ça, je veux pas en entendre parler. Je me suis battu 37 ans pour pas avoir à rentrer dans un putain de moule. C'est pas aujourd'hui que tu vas me faire rentrer dedans. Ouais. Et par exemple, tu veux m'emmener à la piscine, il y a deux possibilités. La première, je suis dans l'eau avec mon fils, c'est mignon. Bon, au bout de 30 minutes, j'en aurais marre, mais je trouve ça mignon et j'aime bien. La deuxième, c'est tu m'as collé 10 moritos dans la gueule avant et donc je suis un peu bourré. Sinon, À je vais me la, mettre sous le parasol avec mes écouteurs et l'anti-bruit et mon ordi. à la piscine municipale ou n'importe quelle piscine, même une N'importe quelle piscine piscine, privée. ça m'intéresse pas, je m'ennuie en fait. Ok. Le seul truc différent que j'ai moi par rapport à ça, c'est quand je suis à la montagne. Hmm. La La montagne, montagne, ça me ça te procure un truc, nourrit. j'aime ça. Beaucoup. Ok, ça, c'est drôle. Moi, la montagne, j'adore pour le ski, mais genre les randos et tout, ça me saoule. Il y a quelques années, j'étais parti en Suisse avec mon ancien associé. On était parti une semaine, 10 jours, 15 jours, je sais plus. Et on avait un appartement tout petit, tout pété, dégueulasse, mais en pied de montagne. Et un jour sur deux, on était enfin toute la journée volée fermée, on taffait. Et lui, il avait un rythme un peu décalé. Donc l'autre jour, tu vois, il allait dormir toute la journée, je le savais. Bon, à 7 h du matin, je me tirais de l'appart avec un sac à dos. Je grimpais pendant 5 heures jusqu'au sommet. Je me posais en haut, je grignotais un truc. Et je redescendais. Tous les jours. J'allais taper mes 20 bornes de rando. Ok, ah, c'est Tout ouf. seul. Ah, J'étais trop en bien. fait, c'est drôle parce que, tiens, c'est drôle les perceptions et les goûts.
Parce que moi, la montagne, c'est le truc où j'ai pas assez de dopamine dans mon cerveau, tu vois. Genre, il se passe rien en fait. Juste marcher un pas devant l'autre, je trouve ça chiant. Mais toi, je sais que tu t'amuses parce que tu cours, tu découvres, tu fais des choses. C'est vrai, quand je te vois en photo, j'ai l'impression que tu Ouais, t'amuses bien. va essayer de courir sur une de crête avec 1000 mètres de vide à côté, tu vas voir s'il n'y a pas des petites hormones dans ton cerveau. ça, te, ça te donne de l'adrénaline. Ouais, c'est intéressant. Mais tu vois, là, moi, quand je vais à la piscine, c'est pareil, hein. Je vais à la piscine, au bout de 10 minutes, je me fais chier, écouteurs. On écoute des choses avec Mégane, business, investissement, pour se nourrir. Ouais, mais tu vois, dans ce cas-là, quel est l'intérêt d'être à la piscine? Ça te fait sortir. Et Tu alors? prends le soleil un peu. Ça fait du D'accord, moi bien je prends le soleil. de temps en Mais temps. je prends le soleil à d'autres moments, tu vois. Alors déjà, moi je supporte assez mal la chaleur, mais ça c'est encore un autre débat. Mais je prends le soleil à d'autres moments, tu vois. Donc, en fait, ce que moi je remets en question, et je le remets en question que pour moi, attention, hein, moi je suis un peu bizarre avec ça, hein. Quand les gens disent, ouais, ça te fait sortir. Oui, en quoi c'est important? Pour moi, ça me réénergise. Disons que, par exemple, tu vois, quand je vais dans l'eau, je sens que toutes mes énergies négatives, peut-être c'est Hmm. psychologique ou quoi, mais j'ai l'impression de me vider de mes énergies négatives, tu vois. C'est un effet un Ouais, peu. moi j'ai pas ça. Ouais, bah toi, c'est la montagne. Ok, c'est intéressant en tout cas. Je me fais chier, en fait. Mais tu vois, il y a plein de trucs comme ça qui sont complètement normaux pour plein de gens et que moi je remets en question, tu vois, parce que genre, moi je me sens pas comme ça. Et je me dis, ouais, ça va te faire du bien de sortir. Non. C'est pourquoi? J'aime bien chez moi, hein. C'est pour ça que j'y habite, hein. Ouais. Non, mais en vrai, je comprends. Et Je pareil, tu comprends. vois, genre là ce matin j'étais courir, et j'étais courir à 6 heures. Ouais, mais personne. Non, et c'était bien. Et si je cours la journée, je suis fatigué, j'ai moins envie, il fait chaud, il y a plein de gens, ça pue, ça m'intéresse Euh, pas. En vrai, Mais c'est. en fait moi, il me faut me foutre dans un monastère tout en haut d'une montagne avec une connexion internet par satellite. Là, je suis heureux. Bah, c'est là où tu vas. Là, on grimpe la montagne. On va te construire ça. Putain. Non, non, mais bon, après, moi, je suis un peu bizarre, tu vois. Et Non, mais je- après, on a tous sa singularité. Je pense que justement, les gens n'assument pas assez, tu vois, leur singularité. C'est ce qui fait que tu as une marque différente aussi sur Internet. Non, mais c'est surtout qu'en fait, j'ai pas eu une éducation où on apprenait à se plier aux autres pour faire bien. Tu vois. Hmm. Mon père, il s'en foutait toujours de ça. Et j'ai eu cet exemple-là. Et genre, je suis capable de niquer le séjour de 10 personnes parce qu'il y a quelque chose qui me convient pas et que je vais le dire, en fait. Et je Ouais. vais pas me dire non, il faut pas parce que les autres. Genre, je m'en fous, en fait. Il y a un truc, il y a une anecdote qui est intéressante. Tu vas me dire ce que tu en penses, hein. On dit que l'argent révèle qui tu es. Tu vois, on dit si tu es un connard, bah, tu seras un connard, ça sera révélé quand tu n'auras plus besoin de personne et plein d'argent. Et alors, ce que tu dis là, moi j'ai eu une éducation où je me pliais aux autres, faire attention, machin, et faut bien faire. Par exemple, faut tout le temps débarrasser la table, faut tout le temps machin, être au service des autres. Et moins je, et plus j'avance dans la vie, plus je prends confiance en moi et plus aussi je gagne financièrement et moins j'ai besoin des gens, plus je suis indépendant en gros. Et en fait, plus cette part de personnalité, elle se, c'est bon, enfin, j'en ai marre de me plier aux autres. Elle prend le pas, tu vois. Parce que aussi, je m'en fous de la validation des autres maintenant, etc. Et j'ai l'impression, dans ma perception, que plus j'ai de l'argent, plus je deviens un connard qui met des conditions claires, tu vois. C'est peut-être parce que je grandis aussi, hein, ça a peut-être rien à voir avec l'argent. Mais en tout cas, Je, ouais, c'est intéressant. je suis pas sûr que ce soit l'argent, en fait. Je pense du tout en grandissant, on apprend à s'affirmer, on apprend quelles sont nos limites, on apprend à mettre du cadre et on apprend à ne plus accepter des choses qui sont pas acceptables pour nous. Et quand tu dis à quelqu'un, genre, non, ça je fais pas, le sous-texte, c'est pas je suis trop riche pour ça. C'est pas digne de mon niveau financier. C'est non, ça je fais pas. Ça m'intéresse pas, j'ai pas envie de le faire. J'ai pas envie de faire ça dans la vie. Et rien ne m'y oblige. Et c'est pas une question de finance, tu vois. Ouais, ouais, c'est vrai. Ouais, c'est vrai que c'est pas une question de finance. Mais ouais, en tout cas, moi, je kiffe le fait de pouvoir m'affirmer maintenant, en fait. Je trouve que c'est trop plaisant, en fait. Mais Parce c'est que reposant. pendant 20 ans de ta vie, même 23 ans, si tu fais des études bac plus 5 et tout,
On te dit quoi faire, tu te plies à des autorités, tu te plies à des choses, plein de choses externes qui t'arrivent. Et quand tu es indépendant, tu as ta boîte, machin, bah, tu as d'autres formes d'autorité, mais que tu as choisi. Tu as d'autres formes de choses où tu dois les faire, mais la plupart des choses disparaissent. Et c'est libérateur, en fait. Je suis tellement plus heureux depuis que je suis indépendant qu'avant. C'est le jour et la nuit, quoi. Pas de Et réveil. regarde, on va, on va pousser la réflexion, on va la reconnecter à notre sujet initial. Quand ça va mal, la plupart des gens coupent les ads. Pourquoi? Parce qu'ils pensent que c'est ce qu'il faut faire. Mhm. Pourquoi? Feedback loop négative. Ouais. Et qu'est-ce qui dit? Qui a dit à un moment que si ça va mal, il faut couper les courses d'acquisition? Il faudrait faire le contraire. Il faudrait l'augmenter. Vas-y, va plus loin dans ta réflexion. L'acquisition dans nos business, que ce soit de l'acquisition organique ou payante, peu importe, c'est la ligne de vie. C'est comme la vente, c'est l'afflux sanguin. Et donc, quand le corps est en souffrance, tu coupes l'afflux sanguin. Tu meurs juste plus vite. En fait, si tu pars du principe que dépenser égale client, oui, c'est sûr, je suis d'accord. Mais c'est le cas. C'est juste c'est le que cas. tu n'as pas encore trouvé quoi leur vendre. Mais quand tu dépenses, tu acquiers des clients potentiels. Le problème, c'est Ouais. potentiel. Ouais. Mais donc le sujet, c'est de faire plus d'offres, c'est pas de dépenser moins. Ouais. Moi, c'est ma philosophie, tu vois. J'adore l'analogie. J'adore. Ouais. Ma philosophie, c'est ça, en fait. C'est si par exemple, en ce moment, tu vois, on a eu des sujets là-dessus, on a remis en question des trucs sur l'acquisition. Mais j'ai pas remis en question le budget. J'ai remis en question l'acquisition parce que par rapport à ce qu'on vend en ce moment, le pôle sales nous a remonté qu'on avait eu un sujet d'acquisition. Si j'avais un autre type de boîte, je me serais simplement dit, l'acquisition marche, trouvons ce qu'ils veulent acheter. Et donc vendons plus de trucs différents jusqu'à trouver ce qu'ils veulent. Pour que ce soit rentable pour nous, bien entendu. Ouais. À moins que tu acquières vraiment des gens de 15 ans hospitalisés, un lead, c'est un lead. S'il est qualifié, il est qualifié, point. C'est pas parce qu'il achète pas qu'il n'est pas qualifié. Oui. Et qualifier, ça... définissons le qualifier. Est-ce que c'est juste avoir le problème qu'on résout? MQL, SQL. Marketing Qualified Lead. La personne fait le bon métier, a le bon type de problématique et cherche à la résoudre. Sales Qualified Lead, elle veut payer pour ça et a les moyens financiers. Je fais de l'acquisition MQL, en toute logique. Donc mon acquisition n'a pas à être coupée parce que ça vend pas. Il faut trouver comment faire pour vendre à ces gens-là. Comment mieux les nurturer, comment améliorer le marketing, etc. Tu vois. Ouais. Je pense que ce podcast, c'est une pépite. C'est une pépite pour les gens qui nous écoutent. Tu as lâché beaucoup de pépites. Sur quoi on conclut? Sur quoi on conclut? Je pense que là, la dernière pépite, c'était Gold. Si tu as une phrase sur laquelle tu veux terminer qui peut aider des personnes. L'acquisition, c'est votre afflux sanguin. À moins que votre afflux sanguin soit en train de pomper de la boue et du pétrole, on coupe pas. Donc à moins que vous ayez de l'acquisition qui soit composée à 100% de haters dégueulasses dans le mauvais pays avec le mauvais métier. En gros, si vous avez que des plombiers chiliens sous le seuil de pauvreté, il y a un problème d'acquisition, effectivement. Il faut tout couper. Faut commencer du début. Si votre acquisition, c'est d'élites qui sont dans le bon pays, qui font le bon métier, on ne la coupe pas. On bosse le marketing et la vente. Je pense que c'est un beau mot de la fin. Si vous avez kiffé cet épisode, mettez un like. Mettez-nous en commentaire aussi vos différents enjeux, qu'on puisse faire aussi un épisode dessus. Des épisodes, ça peut être intéressant. Et répondre à toutes vos questions.
Et puis, on se retrouve dans le prochain épisode, Jérémy. Allez, Merci. à plus tout le monde. Merci.